Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est un plaisir, vous le savez, dans l'émission Ça fait débat, et ça fait débat, bien sûr, forcément, hein, le ton n'a absolument pas changé, on est là pour commenter, décrypter et analyser l'actualité africaine. Et c'est parti, chers amis, le sommaire qu'on lance tout de suite. Direction la Côte d'Ivoire avec Jeune Afrique qui nous sort et bien sûr qui nous annonce qu'Alassane Ouattara n'exclut plus un troisième mandat. Le changement de la Constitution de 2016 permet désormais au chef de l'État de se présenter à la présidence en 2020 et en 2025. Eh bien, sachez que l'opposition s'insurge et on en parle. La francophonie, Paris qui soutient la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo et les désormais en tout cas très active puisqu'elle veut absolument aller chercher, c'est à la tête justement d'être la patronne de la francophonie. Ensuite, le troisième sujet qui a retenu notre attention cette semaine, et bien direction RDC Kinshasa. Un parti de la majorité présidentielle veut Joseph Kabila pour candidat. On en parle puisque, sachez-le, depuis quelques mois, se trame des élections qui se préparent pour le mois de décembre prochain. Et puis, nous vivons tous la Coupe du Monde. Vous le savez, ça se passe en Russie. Et les favoris de la Coupe du Monde africaine, on va les commenter aussi. Est-ce qu'il y a des favoris? Est-ce qu'il y a un espoir pour les Africains? On en parle de l'émission. Même vous qui êtes chez vous, vous pouvez commenter cette actualité. On en parle. C'est le sommaire qui vous attend dans l'émission. Ça fait débat. C'est tout de suite. C'est maintenant. C'est parti. Et pour commenter, vous le savez, l'actualité, sur le plateau, je vais commencer, tiens, honneur aux femmes. Nicole Suzy, bonjour, comment ça va? Très bien, bonjour Adil, bonjour à tous. Journaliste, indépendante, oui. Entrepreneur également. Oui, actrice, réalisatrice. Multicasquette, hein. Il faut dire les choses maintenant, désormais, il faut être multicasquette dans ce monde. J'ai l'impression que maintenant, on est tous, tu sais, producteurs, journalistes, etc. Oui. Bienvenue, puisque tu viens de loin. Merci de ta présence. À tes côtés, nous avons Christian Vabé, qu'on connaît très bien aussi également, qui lui est directeur, le patron d'Ivoire Business. Comment ça va? Merci, bonjour Adil. Il est venu avec un trophée, regardez-le les amis. Il y tient, je montre ça. Voilà, le trophée. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce trophée précisément? Alors c'est le GIFA d'or 2018, décerné par le réseau des femmes leaders et entrepreneurs de la diaspora, GIFA Lefida. Et j'ai reçu le trophée du meilleur entrepreneur de l'année 2018. Et ici, samedi dernier, au salon Hoche à Paris. Et ça consacre effectivement mon engagement en tant que leader, patron d'un groupe de presse, Ivoire Business, groupe de presse Vabé, Planète Biz. Et donc, c'est une reconnaissance. Venant des femmes, moi, ça me touche parce que ce sont des femmes qui... C'était un réseau puissant. C'était un réseau que moi, je ne connaissais pas du tout. C'était un réseau qui, effectivement, suivait à distance ce que je faisais. Et venant des femmes, ça me touche parce que les femmes, tout ce qu'ils font les femmes, c'est avec le cœur. Eh bien, on peut l'applaudir. Bravo, mon cher Christian, bravo, bravo, bravo pour ce trophée. On lui tire son chapeau. Exactement, bravo. Je te souhaite peut-être d'autres trophées encore. Merci, merci Adil. Jean-Claude Félix Chikaya qui est face à vous. Donc, comment ça va, cher ami? Très bien. Tout va bien? Ravi d'être présent de nouveau dans Ça fait débat. Oui, absolument. Et chers amis, celles qui nous regardent, sachez-le, vous pouvez commenter l'actualité de Ça fait débat sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux et sur la page Facebook. Vous le savez, vous la connaissez, de Télésud. Allez, on va commencer, vous savez, avec ce premier sujet. Alassane Ouattara, vous étiez au courant, qui désormais n'exclut plus, en tout cas, un troisième mandat. Ça, c'est Jeune Afrique. Jeune Afrique qui sort l'information. Alors, c'était la semaine dernière, il sort l'information. Mais bon, en même temps, vous savez que l'opposition s'insurge. Alors, est-ce que ça fait débat? Est-ce que c'est un vrai faux débat? Parce que pendant longtemps, effectivement, il y avait ce duel permanent à la fois Gbagbo, Laurent Gbagbo, et puis Alassane Ouattara. Désormais, maintenant, sur le paysage politique, beaucoup de monde, beaucoup de candidats vont se présenter, vont apparaître. Le changement de la Constitution de 2016, il permet clairement, je vous le dis, au chef de l'État de se présenter à la présidence à la fois de 2020, mais également de 2025. La question que je vous pose, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors, moi, je veux dire déjà que je ne suis pas très d'accord en disant, quand tu dis que le changement de Constitution permet au président Alassane Ouattara de se présenter en 2020 et en 2025. Pourquoi? Parce que dans la Constitution de 2016, il y a un article qui est l'article 183, qui dit clairement que la Constitution, tous les articles de la Constitution de 2000 qui n'ont pas été touchés et qui ont été reconduits dans la Constitution de 2016 sont valables. Ça veut dire que dans la Constitution de 2000, il était bien mentionné que le président de la République était élu et rééligible une seule fois, et c'était l'article 35. Oh mais là, attendez, Christian Vabé, là on parle de changement de constitution. Oui. De 2016. Oui, effectivement, il y a une clause effectivement dans cette nouvelle constitution de 2016 qui, il y a ce qu'on appelle la clause, il y a ce qu'on appelle la continuité législative. Ça veut dire que tous les articles
et c'est marqué dans la Constitution de 2016, l'article 183 dit clairement que tous les articles de 2000, de la Constitution de 2000, qui n'ont pas été touchés, révisés dans la nouvelle Constitution, sont valables. Ça veut dire que dans la Constitution de 2000, le président de la République était élu pour un seul mandat et rééligible une seule fois. Et donc, comme cette clause n'a pas été touchée, elle a été reconduite dans l'article 55 de la nouvelle Constitution. Et donc, le président de la République, c'est marqué, est élu une seule fois et rééligible une seule fois. Et comme c'est une continuité législative. Ce qui explique que d'ailleurs, toute l'opposition aujourd'hui s'insurge. Ça veut dire que, est-ce que c'est justifié quelque part? C'est justifié parce que le président de la République lui-même avait dit clairement qu'il n'était pas intéressé par un troisième mandat. Même le président de la commission qui rédigeait la Constitution, le professeur Ouragan Obou, avait dit clairement que le président de la République, Alassane Ouattara, n'était pas rééligible avec la nouvelle Constitution. Son juriste maison, son conseil spécial, le ministre Cissé Bakongo, avait dit clairement que le président Alassane Ouattara n'était pas rééligible par rapport à la nouvelle Constitution pour un troisième mandat. Donc tout le monde avait dit, puisqu'il y avait une suspicion. On va rentrer dans le... Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, on va rentrer dans le sujet. Je fais un tour de table. Jean-Claude Félix Chikaya, et ensuite Nicole Suzy. Ouais. Jean-Claude Félix Chikaya. En l'état actuel des choses, je ne sais pas s'il faut aller aussi vite, parce qu'il dit bien qu'il va prendre sa décision en 2020. Après, il y a la vie. Comme dit Christian, il laisse entendre quand même. Alors, par exemple, par exemple, il y a son conseiller spécial, juste Congo, qui a dit clairement. Laissez-moi juste. C'est juste pour vous aider, pour vous dire qu'on sait bien où on veut aller. On est là pour que ça fasse débat, il n'y a pas de problème. Son conseiller spécial a dit, il a dit qu'il s'est trompé d'interprétation. Le ministre Cissé Bakongo, qui avait dit clairement que le président Alassane Ouattara n'était pas éligible avec la nouvelle constitution, dit que c'est Ouattara qui est le plus grand juriste du pays, qu'il sait mieux le droit que quiconque, qu'il s'est trompé. Ça veut dire qu'on va déjà où on veut aller. Jean-Claude Félix Chikaya. Alors, je poursuis mon point de vue. Il donnera sa décision en 2020. La Constitution, est-ce qu'elle lui donne le droit ou pas? Il suffira de bien regarder donc la Constitution pour savoir si en 2020, au regard de ce qui peut se passer aussi sur le plan constitutionnel, est-ce qu'il a le droit de se présenter. Donc il y a deux incertitudes. Il y a la vie politique, avec ce que vous dites à un moment donné, la vie politique avec une coalition qui n'est pas... il n'y a pas une unité extraordinaire, ils recherchent l'unité, donc les promesses, même dites publiquement, la vie politique, parfois, conduit des hommes ou des femmes politiques à revenir sur leurs paroles par rapport à des conjonctures. On peut le déplorer, ceci ou cela. Mais alors, Christian n'est pas d'accord. Non, attendez, s'il vous plaît. Christian. Un leader politique doit respecter la constitution de son pays. On n'est pas là pour changer de position au gré des circonstances de ses intérêts. Non, c'est pas ce que je parce que le problème, c'est quoi? On a l'impression que le président Ouattara, il s'est dit, OK, c'est moi qui suis la personnalité qui est la seule apte à diriger la Côte d'Ivoire. Et bon, allez, la Constitution, je l'ai mise là. J'avais dit que je me présenterais. Sur France 24, il avait dit qu'il ne se présenterait pas. On a tous avec vu, on a tous entendu. La présidente Hélène Selef, il était parti au libéral pour dire que lui et Mme Selef n'avaient pas besoin d'un troisième mandat. Tout le monde l'a vu. Donc, il a crié haut et fort. Alors aujourd'hui, de quoi il s'agit? Il faut qu'il respecte la Constitution. Alors, la Constitution et Jean-Claude, alors attendez, oui, après je réponds. Jean-Claude Félix Chikaya. Non, mais je pense qu'on ne peut pas à chaque fois s'ériger en juge ou procureur sur le plan. Non, mais la Christian, il s'érige pas en ça. Non, mais sur le plan. Soyons d'accord. Non, mais sur le plan. Il est sur un commentaire de la Constitution. La Constitution, on verra bien. On verra bien. La Constitution est claire là-dessus. Il n'est pas rééligible pour un troisième mandat. D'accord. La Constitution le mentionne clairement dans son article 183 qui parle de continuité législative entre la Constitution de 2000 et celle de 2016. Jean-Claude Félix, on verra donc, vous voulez dire. On verra bien, on verra en 2020 la vie politique ivoirienne, que ce soit sur le plan des coalitions, sur le plan des accords de parti, sur le plan de plein de choses, le bilan économique, le bilan social. Je vais vous le dire justement. Non, attendez, messieurs, s'il vous plaît, messieurs. Pas de problème, messieurs, il n'a pas dit, mais il n'a pas dit respecter la Constitution. Mais il n'a pas dit qu'il n'allait pas respecter la Constitution. Il dit qu'il va donner sa décision en 2020. Pourquoi voulez-vous le faire parler avant qu'il ait donné sa décision? Parce qu'il dit que les compteurs sont remis à zéro. Les compteurs ne sont pas remis à zéro, M. Chikaya. La Constitution de 2016 est claire. Le président Alassane Ouattara n'est pas rééligible pour un troisième mandat. C'est clair. Et l'article 183 le dit clairement.
tous les articles de la Constitution de 2000, tous les articles de la Constitution de 2000 qui n'ont pas été retouchés. Est-ce que vous pensez que Ouattara ignore la Constitution dont il est garant? Messieurs, je porte à votre connaissance. Christian Babé, Jean-Claude Félix, je vous porte juste à votre connaissance. Ouais. Non, parce que c'est très intention ce que vous dites. Il dit clairement, j'ouvre les guillemets, la nouvelle Constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, même s'il laisse entendre quand même, qu'il n'exclut pas effectivement un 3e mandat. En fonction de la situation en Côte d'Ivoire, il dit, attendez, la stabilité et la paix passent avant tout. Il l'a ramené, y compris avec mes principes. Il déclare en gros qu'il a ramené une stabilité au pays, qu'il a ramené une croissance au pays et que tout va bien et que c'est quand même grâce à lui. Mais pas seulement, regardez. Il y a une loi sur le cumul des mandats en France. Au moment où cette loi va être votée, même si vous avez fait 15, 5, 2, 3 mandats avant, c'est au moment où la loi va être votée que vous avez le droit de faire 1, 2 ou 3, mais pas plus de 3 mandats. Qu'est-ce qu'on va répondre à ça ? Donc, est-ce que c'est rétroactif ou pas ? Toute la discussion c'est pas rétroactif, les compteurs ne sont pas remis à zéro, et c'est mentionné clairement noir sur blanc dans l'article 183 de la Constitution. Tous les articles n'ont pas été touchés. Vous, Christian Babé, si j'ai bien compris, vous jugez tout cela inacceptable. C'est inacceptable. C'est mon sentiment. Après, sur le plan, le président de la République. Non, mais vous avez la 2 visions. Il y a une vision politique, là, par Christian Babé, et une vision plutôt juridique, qui est la vôtre. Dites-moi, messieurs, tout d'abord, il y a une question aujourd'hui que tout le monde se pose, tout le monde, sur les lèvres, sur le bout des lèvres. Jugez-vous aujourd'hui la situation inacceptable, à savoir que Alassane Ouattara veut, et bien sûr, soyons prudents, envisage l'hypothèse de se représenter. Christian Babé, oui, non. C'est inacceptable pour vous ou pas ? C'est inacceptable. Pourquoi ? Parce que le professeur Ouraga Obou, le 10 novembre ou le 10 octobre 2016, lors de la rédaction de la Constitution, a dit dans le journal gouvernemental Fatete le matin que le président Alassane Ouattara n'est pas éligible dans la nouvelle Constitution. Son conseiller spécial, le ministre Cissé Bakongo, l'a dit également. Donc, comment se fait-il que ceux-là même qui ont rédigé la Constitution disent que le président Ouattara n'est pas éligible et le président Ouattara dit qu'il est éligible selon la nouvelle Constitution? C'est pas vrai. C'est un mensonge. Félix Sikaya. Ensuite, je donne la parole à Nicole Suzy. Je pense qu'on n'en est pas, on n'est pas là. Il a dit qu'il allait donner sa décision en 2020. Entre-temps, depuis la semaine dernière et quelques jours, il y a des réunions entre lui et quelques pas seulement opposants, mais des personnes qui gouvernent aussi avec lui, avec des accords de coalition qui sont remis sur la table sur le plan politique. On sait bien qu'en politique, ce que vous dites hier ou avant-hier peut parfois être remis en question sur le plan politique. Là, est-ce que la coalition va lui permettre ou le désigner comme le candidat de 2020? Rien n'est moins sûr. Sur la Constitution, il n'a pas dit qu'il allait transgresser la Constitution. Mais si, il a tenté de le faire ouvertement. Je finis 15 secondes. Il n'est pas éligible et il dit qu'il est éligible. On voit une transgression claire et nette, M. Tikaya. Il n'a pas dit qu'il était candidat en 2020. Il a dit que les compteurs sont remis à zéro. Ouais. Les compteurs ne sont pas remis à zéro. Aucun compteur n'est remis à zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a un article qu'on appelle l'article 183 qui dit que tant qu'un article n'est pas touché dans la Constitution précédente, que l'article est reconduit dans la nouvelle Constitution, cet article-là est valable. Vous trouvez que c'est de la pure provocation, là? C'est de la provocation. C'est jamais vous considérez que c'est de la pure provocation, c'est ça? C'est de la provocation. Oui. Le président, parce qu'on est parti de comment? Le président Ouattara a dit, laissez-moi un seul mandat. Après, il a voulu 2 mandats. Après, 3 à 4 mandats. Non, mais ça, je le comprends. Vous voyez? Non, mais ça, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a 2 choses que je comprends. Et je vous dis, quand le président Mugabe, il y avait la crise au Zimbabwe, le président Ouattara est monté au créneau pour dire au président Mugabe de quitter publiquement le pouvoir, parce que les temps avaient changé. Alors pourquoi, de quel droit il peut se permettre de dire ça au président Mugabe, et lui, il peut rester au pouvoir à vie? C'est pas sérieux. Monsieur Kikayor, c'est pas sérieux. Alors, je donne la parole. Alors, c'est pas Jean-Claude, et ensuite, je donne la parole à Nicole. C'est pas ce qu'il vient de dire, de rester à vie. Il a dit qu'il allait donner sa décision en 2020. Bon. Ce que je suis en train de... Attends, il y a 6 mois... Christian, laisse-moi s'il te plaît, juste finir. Je suis pas en train de faire un... Je suis pas en train de faire... Il y a 6 mois, il a dit sur France 24, oui, mais tu l'as déjà dit. En 2020. Tu l'as déjà dit. Aujourd'hui, il dit qu'en 2020, il va donner sa décision. Il y a un problème. Alors laissons-le, je passe à Nicole Suzy. Vous l'avez déjà dit de plusieurs façons. Je ne suis pas en train de faire un énoncé partisan pour qui que ce soit. Je suis en train de dire qu'il y a 2 choses, même 3 choses qui vont être là et qui vont être importantes. La Constitution, il ne pourra pas la transgresser. Ses accords politiques avec sa coalition et les oppositions, on se doit d'attendre jusqu'en 2020. Et après,
qu'est-ce que va dire la société civile ivoirienne devant laquelle il a dit qu'il n'allait pas se représenter? Alors, voilà ce que je remets sur la table. Il y a un sondage Afrobaromètre qui est sorti le 8 juin dernier, qui dit 80% des Ivoiriens sont contre un troisième mandat du président Ouattara. On n'a pas le Christian Babé, Nicole Suzy, qu'on a très peu entendu. Je suis désolé. Mais bon, il y a eu une espèce de, voilà, face à face. Nicole Suzy. Voilà, les émotions. Mais ce que je voulais dire, c'est pour rebondir d'abord sur ce que disait Jean-Claude Félix Tchikaya, il avait dit qu'il allait se prononcer avant la fin de l'année 2000, c'est-à-dire avant les élections. Il y aura des candidats qui vont se déclarer. Donc, on n'a même pas encore une date. Ouais. Voilà. Et puis, de l'autre côté, je me suis dit, en le disant, Christian parlait de provocation. Moi, je vais plutôt penser à, comment dire ça, à une stratégie de booster ou de faire sortir de l'ombre d'autres candidats qui pourraient... Effectivement, une vision, ouais. Voilà, qui pourraient peut-être dire, mais non, mais nous sommes là, on peut. Mais jusque-là, franchement, en cherchant avec le doigt mouillé, je ne vois pas dans les journaux certains noms qui pointent qui pointent du nez en disant, moi, je peux me présenter en 2020, nous sommes encore à des supputations. En outre, ça, c'est au niveau du pouvoir, vous voulez dire? Non, tout le monde. Mais non, nous, au niveau de l'opposition, la coalition de l'opposition EDS, si je peux terminer, on a une pléthore de personnalités d'envergure valables pour prendre la relève. Qui sont? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vous dis, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup, nous, au niveau de l'opposition, on le sait, EDS, j'en viens. Nous avons beaucoup de leaders d'envergure qui pourront effectivement préciser aux destins de la Côte d'Ivoire. On n'en doute pas, mais on aimerait les connaître. Les militants aimeraient les connaître. Les Ivoiriens aimeraient savoir qui peut être candidat face à M. Ouattara si jamais il se prononçait. Alors, on n'a aucun nom. Ils les connaissent. Non, mais il faut de leaders qui émergent déjà. Il faut se prononcer. Le moment venu, il faut se prononcer. La coalition à laquelle j'appartiens fera effectivement ses arbitrages et désignera. Mais les leaders, on les connaît. Nous sommes un peu perdus. On a au FPI le front Sangaré et le front Afinguessan. Alors, le FPI présentera deux candidats à la présidentielle. Alors, on n'en sait rien. S'il vous plaît. Je peux vous soumettre une déclaration. Une déclaration peut-être, et on va clore ce débat-là avec cette déclaration. Oui. Cette déclaration désormais ouverte n'est que pure provocation contre le peuple ivoirien. L'idée d'un troisième mandat, le chef de l'État actuel le sait, est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable en Côte d'Ivoire. Ça, vous savez, c'est la déclaration. Mais le président Ouattara avait dit aussi que tout le monde Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, c'est l'EDS qui a déclaré ça, avec la voix du professeur Georges Armand Ouégnien. Okay. Alors, tout le ça vous fait réagir ou pas du tout? Moi, oui. On fait un tour de table, s'il vous plaît. En tant qu'Africaine, étant adepte de la démocratie, s'il veut se présenter, laissons-le se présenter. Le peuple ivoirien est un peuple mature. Eh bien, ça va se décider dans les urnes. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Laissons... Vous avez le sentiment qu'il y a une espèce de front anti-Ouattara en ce moment? Non, on ne va pas dire les choses comme ça. Pourquoi un front anti-Ouattara? Je veux dire que s'il y a des personnes ressources qui peuvent véritablement aspirer à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, mais qu'elles se prononcent. Il ne faut pas dire, on sait qu'ils existent, ces futurs candidats, mais que ces futurs candidats se prononcent et disent leur programme et vont vers les populations et montrent qu'ils sont aptes, qu'ils sont, qu'ils sont aptes à relever le défi. Mais si le président Ouattara le dit, je reviens encore sur ça, c'est peut-être pour les sortir de l'ombre, ces candidats-là qu'on ne connaît pas encore pour l'instant. Qu'on ne connaît pas encore du tout. Allez, dernière question. Moi, la coalition EDS à laquelle j'appartiens, je suis membre du directoire de la coalition EDS. Comme ça, c'est dit. Alors, présidé par le président Georges Armand Ouégnien, à laquelle le parti de Gbagbo Laurent, présidé par Sangaré Aboudaman, appartient. Donc ça vous parle, cette déclaration? Pour nous, effectivement, c'est notre déclaration. C'est inacceptable. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter la Constitution, parce que la Constitution interdit clairement, formellement au président Alassane Ouattara de se représenter pour un troisième mandat. Ces juristes eux-mêmes le disent. Les rédacteurs de la Constitution, avant le vote de la Constitution, puisqu'il y avait un débat là-dessus, parce qu'il y avait une suspicion légitime qui ressort aujourd'hui, eux-mêmes ont dit à la télévision ivoirienne, la Constitution empêche le président Alassane Ouattara de se présenter pour un troisième mandat. Et l'article 183 est effectivement l'article qui est mentionné dans lequel la clause selon laquelle le président de la République est élu pour un seul mandat, rééligible une seule fois, est reconduite dans la nouvelle Constitution. Et ce qu'on appelle une continuité législative. Allez, allez, s'il vous plaît, relançons pas le débat, de grâce. De grâce, s'il vous plaît. Jean-Claude Félix Tchikaya, et on passe
à la francophonie, s'il vous plaît. Trois choses, voilà, faut revenir un petit peu à la réelle politique. Les promesses entre coalisés et dans les classes politiques, souvent, sont bouleversées dans un sens ou dans un autre. Premier élément, si la Constitution ne permet pas que M. Ouattara se présente, il ne se présentera pas. Bah là, elle le permet. Le deuxième élément, que va faire donc la coalition? Certains sont au gouvernement, certains sont à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer jusqu'en 2020, date où il devrait donc se prononcer, dire ce qu'il va faire. Donc, et troisièmement, que va dire, là pour l'instant, une bonne partie de la société ivoirienne est vent debout et ne comprend pas ce qui a été dit publiquement et ce qui est dit là aujourd'hui. Donc ces trois éléments sont majeurs et vont être déterminants jusqu'en 2020. Parlons, s'il vous plaît, de autre élément important, la vie politique et la vie quotidienne des citoyens ivoiriens, ils veulent absolument, et on peut le comprendre, éviter tout conflit ou confrontation qui irait beaucoup plus qu'une confrontation. Et le président Ouattara a dit qu'il va aussi dans le sens de la paix en Côte d'Ivoire. Donc, il sait ce qu'il dit. Je pense qu'il n'est pas... il parle de deux mots. Il y a deux mots qui reviennent régulièrement, c'est paix et stabilité. Et de la stabilité. Voilà, donc, il Allez, sait je vais pas relancer le débat, s'il vous plaît. Non, parce qu'on a encore d'autres sujets, si vous voulez bien. Hein, s'il vous plaît, on va passer à ce second sujet. Je parle de l'OIF, la francophonie. Est-ce que tout le monde en rêve qu'à la tête de cette institution, une femme, peut-être? Oui, et puis vous êtes... Oui, j'imagine Nicole, vous, la féministe que vous êtes, bien sûr, que vous meurez d'envie qu'une femme, en tout cas une femme, s'est déclarée candidate. C'est une Rwandaise, elle s'appelle Louise Mushikiwabo, et Paris la soutient clairement. Finalement, à quoi joue Macron? Est-ce qu'il a un calcul, Emmanuel Macron, le président de la République française, est-ce qu'il y a un calcul de sa part en apportant le soutien clairement auprès de la ministre Louise Mushikiwabo? Clairement, Jean-Claude Félix-Chikaya. Laissons les femmes. D'accord, Nicole merci. Suisse. Je serais déjà heureuse. Est-ce que c'est un bon choix d'abord? C'est un très bon choix. Un très bon choix, je ne saurais dire le contraire. Et là, je suis même en train de faire un dossier sur cette dame dans mon... Je rappelle qu'elle est ministre des Affaires étrangères. Oui, oui, actuellement. Dans mon organe emergencenews.org que je dirige. Et je suis d'accord, tout à fait d'accord pour cette candidature. Ah, pourquoi? Parce que d'abord, je suis une femme et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes ressources qui sont méconnues et qui peuvent mener à bien, certaines visions, certaines responsabilités en Afrique. Cette dame, elle est intellectuelle. C'est une dame qui vaut le coup. Elle est brillante, effectivement. Et parlons de la francophonie. Tout le monde sait qu'au Rwanda, on a opté pour l'anglais. Bon, si elle veut faire partie de la francophonie, si elle veut diriger la francophonie, pour la France, vous parlez du président Macron, c'est peut-être une bonne chose. Elle va peut-être élargir ou être l'ambassadeur, en commençant d'abord par son pays. Le président Macron, il s'en est pas caché. Emmanuel Macron a apporté clairement, lors du passage effectivement du président rwandais, mais il a dit, je donne mon soutien, Paris donne son soutien. Moi, je suis pour, je suis tout à fait d'accord. Donc, profil idéal. Profil idéal. Donc, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Mais en même temps, vous me permettrez quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même qu'on rentre dans un espèce de système de quotas. Il faut une femme parce qu'il faut mettre une femme. Demain, il va falloir autre chose, donc on mettra autre chose. Pourquoi pas? On a une femme à la francophonie. Pourquoi pas? Vous dites, mais je suis un peu choquée. Vous dites pourquoi pas? Parce que c'est quand même les compétences qui doivent primer avant tout. Avant Madame Michaël Jean, il y avait combien de femmes à la francophonie? 0. Voilà. Alors, donc, s'il y a une femme qui succède à une autre femme, je suis totalement et entièrement d'accord. Et africaine. Et africaine. Voilà. De facto. Pour moi, c'est une femme qui est compétente. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, elle est compétente. Elle a fait ses preuves en Afrique. En tant qu'Africain, je ne vais pas cracher sur la soupe. C'est vrai qu'il y a la compétence. Pour moi, c'est un concours de circonstances que ce soit une femme qui succède à une autre femme. Sinon, je pense que... pourquoi vous dites ça? Attendez, c'est très intéressant. Pourquoi? Oui, c'est un concours de circonstances. Ça peut arriver qu'une femme succède à une autre femme. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un calcul du président Macron? On peut pas empêcher on peut pas empêcher un calcul politique. Ouais. Forcément, les hommes politiques font les calculs sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle institution. Ils attendent quoi, un retour du Rwanda peut-être? Forcément. À la francophonie? Forcément. Oui. Non, en dehors, économique surtout. Forcément. Mais et puis vous savez... Un échange de bons procédés. Paris soutient la rwandaise, la ministre des Affaires étrangères. On sait très bien, et puis en échange... On sait très bien que les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda partent de loin, depuis la crise au Rwanda, Paris et Kigali n'ont pas eu vraiment les meilleures relations. Si ça peut aider au renforcement des liens, au réchauffement des liens diplomatiques entre la France et le Rwanda, pourquoi pas? Je pense que c'est un calcul que pourrait faire effectivement un président de la République avisé.
Jean-Claude Félicicaya. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une décision hautement géopolitique, hein, au-delà de l'aspect. Voilà, c'est ça que je voulais entendre surtout. Au-delà de l'aspect genré, hein, la présidente actuelle est une femme, mais donc sur le continent américain, la plus grande partie des locuteurs francophones sont en Afrique. Donc la candidature est africaine. Avec une femme, une diplomate depuis 11 ans. Est-ce qu'elle a les compétences? Depuis 11 ans, elle est remarquable. Et d'ailleurs, sur le plan de la langue de Molière ou de Shakespeare, quand vous l'entendez, même en Tutsi, parce qu'elle est Tutsi, elle est incontestable. Elle est, d'ailleurs, elle a échappé de peu. Toute sa famille a été massacrée. Elle a échappé de peu parce qu'elle faisait ses études aux États-Unis. Donc, elle a un parcours extraordinaire est vu comme remarquable à l'intérieur du Rwanda, mais aussi de la région. Il faut savoir que sur le plan géopolitique, l'Amérique est hégémonique en termes de pression, ou en tout cas d'influence géopolitique dans la sous-région, en tout cas du Grand Lac. Et le fait qu'il y a un soutien de Macron, il est bien sûr, c'est pas un soutien par d'intérêt genré ou d'amitié seulement. C'est réinstaller la France, mais aussi même sur le plan de relations. Qui ont été complexes, hein, rappelons-le. L'OUF, tout le monde sait que c'est aussi un outil qui permet à la France d'asseoir pas seulement une influence linguistique. L'anglais est prédominant au Rwanda. Il y a une bataille entre les anglo-saxons des États-Unis, mais aussi la France qui perdait un peu de terrain dans la situation géographique et géopolitique du Grand Lac sur le plan économique. Donc c'est une réinstallation, mais aussi une décision géopolitique bien comprise. Kagame et Macron sont d'accord. Selon plusieurs sources, alors c'est pour ça que moi j'aimerais qu'on comprenne, la proposition française n'a pas été formulée clairement, hein, disons-le, directement par Paris. Mais vous savez quoi? Via la diplomatie marocaine. Alors qu'est-ce qui se trame? Parce qu'il y a plusieurs leaderships qui Donc veulent... Le Maroc est passé par Paris, puis Paris a demandé que j'apporte mon soutien. Pas seulement, il y a plusieurs acteurs. Il y a le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud et autres. Et il y a un consensus entre les anglo-saxons et les francophones. Mais là, paraît-il, c'est la diplomatie marocaine qui demande à Paris, à Macron, de soutenir la rwandaise. Oui, parce qu'il y a d'autres situations qui vont faire aussi... Ça vous fait sourire. J'aime bien. J'aime bien, il dit ça légèrement. Qui vont faire union entre le Maroc et le Rwanda par rapport à l'Union africaine. La présidence, en ce moment, de l'Union africaine. En réalité, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique. Christian Babé. Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a un échange de procédés entre le Maroc et Paris, dans la mesure où on sait bien que le Maroc vient de lancer sa candidature pour le Mondial 2026. Sa candidature n'a pas été retenue. On peut penser que peut-être que le Maroc a eu le soutien de Paris, et donc échange de bons procédés. Paris soutient la candidature du Rwanda via le Maroc. Vous savez, en géopolitique, il y a ce qu'on appelle les canaux... les alliances. Les alliances qui vont assez rapidement. Mais au-delà du foot, il y a plusieurs mastodontes, notamment comme le Rwanda, qui est quand même un miracle sur le plan économique, même s'il reste encore plein de choses à faire, où chacun veut se soutenir, et il y a aussi les enjeux de l'Union africaine, et c'est aussi une candidate remarquable et remarquée, et je pense qu'elle a... Donc profil idéal. Je pense qu'elle a réussi. Elle a les compétences, elle a le profil, et en même temps, elle a les soutiens qu'il faut. Toutes les cases sont remplies. Voilà, ce qui bien sûr, soulève le courroux de Madame Michaëlle Jean et quelques-uns des fonctionnaires qui sont assez inquiets parce que c'est quand même un pays anglophone où il y a toute une discussion entre les anglo-saxons et les francophones, mais la vision aussi de Macron, elle est linguistique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement pour l'hégémonie du français à l'encontre de l'anglais et des langues locales, c'est comment les langues locales arrivent à cohabiter dans un nouvel environnement et écosystème numérique, mais aussi linguistique dans le nouveau monde. Et je pense que c'est c'est assez paradoxal parce que certains diront que le français est quand même minoritaire. Oui, pas si minoritaire que ça sur le plan de la géographie. Aujourd'hui au Ghana, ça arrive aussi. On commence à apprendre le français dès la maternelle. Dès la maternelle, au Ghana. Oui, au Ghana maintenant. Alors que le Ghana est anglophone. Totalement. Ouais. Allez, ce que je vous propose, direction RDC Kinshasa. Tout de suite, c'est maintenant. Vous le savez, vous pouvez continuer à commenter sur les réseaux sociaux. Restez, c'est Télé Sud.
Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, ça fait débat sur Télésud. Vous pouvez commenter en toute liberté d'expression, vous le savez, sur les réseaux sociaux de Télésud. Allez, direction RDC, la RDC, Kinshasa plus précisément, où on va parler des élections qui s'installent tout doucement. Mais tout d'abord, ce que je vous propose d'ailleurs, avant de lancer une interview exclusive, nous allons maintenant parler de la République du Congo, vous savez, qui vit une année, une évolution tout à fait importante puisque le déroulement est plutôt serein du processus des préparations des élections. Et en exclusivité, vous le savez, à la fois pour Télésud et Actu Congo, nous avons déniché donc l'interview du directeur de cabinet adjoint qui s'appelle Jean-Pierre Kambila, bien sûr adjoint, j'entendais bien, le directeur de cabinet adjoint du président donc Kabila. Il s'appelle Jean-Pierre Kambila et la première question qu'on lui pose: pourquoi expliquer aujourd'hui la pensée de Joseph Kabila? Écoutez. Je pense qu'il était important de mettre à la portée du public l'essentiel de la pensée de Joseph Kabila Kabange pour montrer que ce qu'il fait n'est pas une succession de faits du hasard, mais une œuvre conçue, réfléchie et intégrée, qui va vers un objectif connu, le développement du Congo. Je le rappelle, c'est au micro de nos envoyés spéciaux, donc de nos correspondants à Kinshasa sur place, c'est Jean-Pierre Kambila. Et la deuxième question qu'on lui a posée: alors finalement, cela signifie-t-il que Joseph Kabila se conjugue au passé? Voilà ce qu'il répond, écoutez. Au passé? Un homme d'une quarantaine d'années au passé? Moi qui suis de 30 ans son aîné, je ne suis pas encore dans le passé. Comment voulez-vous qu'il soit au passé? Non, mais absolument pas. Absolument pas. Nous sommes à une étape. D'autres étapes viendront certainement. Les bases idéologiques, je crois que je me suis évertué à essayer de les expliciter tout à l'heure. Je pense que c'est essentiellement sous les traces de Patrice Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila que Kabila se place. C'est-à-dire le maintien de l'unité de la République démocratique du Congo, la création d'une véritable nation et la sortie de la pauvreté. Et ceci dans un humanisme responsable. Ce qu'il faut tirer, c'est de se dire que c'est possible. Lorsque Kabila, Joseph, prend la responsabilité de la conduite de ce pays est divisé. Le Congo n'existe plus. Il est humilié tous les jours. Dans ce pays, les professeurs d'université touchent entre 15 et 25 $. Il n'y a pas d'espoir. Dans ce pays, l'agriculture n'existe plus. Nous n'exportons plus un seul kilo de cacao. Nous n'exportons plus un seul kilo de caoutchouc. Je ne dis pas qu'aujourd'hui nous sommes au paradis. Non. Mais nous sommes sur le chemin de l'émergence. C'est un chemin difficile. C'est un chemin truffé d'obstacles. Mais nous y allons petit à petit. Il faut encore beaucoup d'efforts, il faut encore beaucoup d'engagement, mais nous sommes sur la route. Il existe un programme, il existe une volonté, il existe une détermination. Je le rappelle, pour Ça fait débat, pour Télésud et Actu Congo, vous le savez, c'est une interview exclusive dénichée par notre correspondant local à Kinshasa. Il s'agit là du directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila. Il s'appelle Jean-Pierre Kambila. Allez, un petit tour de table, madame, messieurs. Oui. On peut annoncer quand même la bonne nouvelle qui se trame, c'est que désormais, ça constitue une organisation plutôt sereine de scrutin qui s'installe. Là, Nicole. je note un élément nouveau. Là, il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Donc, il y a quelque chose... Est-ce que ça veut dire que Joseph Kabila a compris les Congolais? Comme disait le général de Gaulle, je vous ai compris. Il a entendu les pleurs, il a entendu les cris, il a entendu la soif. Enfin, il a compris la soif à un meilleur devenir de son peuple. Est-ce qu'il s'est dit, il est temps de mettre de côté Joseph Kabila et de faire découvrir Joseph Kabila Kabange avec pour le moment, personne ne s'est déclaré, attention, dans le cas de... Oui, la bonne nouvelle, c'est plutôt le process, c'est-à-dire le process d'installer les élections. Voilà. Je comprends. Souvent, on a eu droit à ce genre de discours. C'est le peuple qui me demande. Mais je pense que si vraiment le peuple demande, ils vont d'abord poser la question à l'intéressé. Voilà ce qu'on a envie de faire. Il peut dire non s'il ne voulait pas. Mais ce que je veux dire, laissons-lui. Il a peut-être de nouvelles idées pour le pays. Il a peut-être de nouvelles, de nouvelles tours de passe pour rehausser. Il disait tout à l'heure qu'ils ne vendent même plus un seul kilo de cacao. Pourquoi? Dans un sol aussi riche,
Pourquoi? Peut-être qu'il a des solutions à tout ça, à l'agriculture, pour l'économie. Un peuple, il faut une économie forte pour que les peuples entendent ce que leur dit le dirigeant. Jean-Claude Félix Chikaya, donc ce qu'il faut retenir de la RDC en ce mois de juin 2018, c'est qu'effectivement, il y a, en tout cas de part et d'autre, que chaque camp prépare ses arguments en vue de ces élections de fin d'année qui s'annoncent. Voilà, exactement. Ce qui semble intéressant, c'est que le process, en tout cas, est bien parti. Toutes les attentes, que ce soit sur le plan technique, parce que on voudrait aussi adjoindre une nouvelle technique assez performante sur le plan de l'élection et comment compter le scrutin. Donc tout est en discussion et j'espère bien parti. Je pense que ça en prend le chemin. Et sur le plan économique, la RDC a tout. C'est vrai qu'elle a tout, la RDC. Elle a tout, mais c'est incroyable. Elle a toutes les ressources, d'ailleurs. Pour devenir une puissance économique, pas seulement régionale et continentale, mais aussi mondiale. Mondiale, oui. Quand on regarde le nombre de pays étrangers qui veulent converger sur le plan des échanges économiques, ça démontre bien. C'est vrai, quand on voit Kinshasa, ça foisonne. Ça foisonne, et puis dans tous les sens. C'est un pays tellement vaste qui regorge de possibilités, et une émergence sociale et économique va permettre aux innovations individuelles et collectives à l'intérieur d'un pays. Et qui dit innovation dit des potentialités qu'on ne voit même pas aujourd'hui, mais qui pourraient, j'espère, en tout cas participer à un rebond, comme ça a été dit dans le reportage de la RDC. Par Jean-Pierre Kambila. Christian Babé. Moi, ce que je veux dire déjà, c'est que en fait, quand on voit un peu le reportage du directeur de cabinet adjoint du président de la République, qui vante le bilan de son président, quelque part, il y a un peu une symphonie inachevée. Je veux dire qu'on sent bien qu'effectivement tout le monde est lancé dans la course pour les élections qui vont se tenir à la fin de l'année. Je pense que le processus est très bien lancé. On a vraiment une commission électorale indépendante là-bas qui fait du bon travail. Personne ne s'en plaint. C'est vrai que la question biométrique est un peu sur les lèvres. L'opposition ne veut pas faire de la machine biométrique. Je crois qu'il y a un peu une suspicion, mais je pense que ça va s'arranger. Mais c'est vrai que vous faites bien de souligner ça, parce que depuis le mois de janvier, s'accompagne d'une large pacification des esprits qui s'étaient parfois, disons-le, échauffés en 2017. Donc là, ça y est. De plus en plus, il y a une pacification. On sent bien que les Congolais, la classe politique se met dans les idées des élections. On sait que c'est désormais possible. Réfléchir à des idées, en tout cas. C'est désormais possible. Chaque camp fourbit son programme de gouvernement. Les leaders se font savoir. On a l'UDPS, Etienne Tshisekedi. Son fils. Son fils, comment dirais-je, Félix Tshisekedi. On a Moïse Katumbi. Il paraîtrait qu'il aurait été arrêté en Belgique avec un faux passeport. Je n'en sais rien, mais je crois qu'on continue à fouiller sur l'information. On a la sortie de Jean-Pierre Bamba qui redistribue les cartes. On va dire, franchement, c'est vraiment le coup de théâtre spectaculaire, puisque ses partisans pensent qu'il est aussi fondé à se présenter à l'élection présidentielle. Il y a la majorité présidentielle qui se dit, Kabila est encore jeune, pourquoi pas, si la Constitution le lui permet. Franchement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce dont on est sûr, et ce qu'on espère, c'est qu'on aille vers les élections apaisées, consensuelles, inclusives, parce que c'est un pays qui égorge des ressources vraiment... C'est un scandale géologique. Que chacun amène des idées de façon à réfléchir dans une ambiance plutôt sereine. Collégiale, voilà. Une certaine redistribution et réorganisation du modèle de développement du pays, pour mieux faire ressortir tout ce que ce pays... Mais c'est vrai, ce que disait Jean-Claude Félix Chikaya, c'est vrai que Kinshasa, c'est extrêmement éminemment riche. Oui. C'est vrai. Et le président Kabila, comme le disait depuis des années, on sent bien que le président Kabila veut rempiler. Est-ce que la population va l'accepter? Parce qu'il a quand même fait, on va dire, 20 ans. Combien de temps qu'il a fait déjà au pouvoir, M. Kabila, le président Kabila? Mais il est encore jeune. Il est encore jeune. Bon, mais je veux dire que c'est un jeune président. C'est un jeune président. Tout va dépendre un peu de la poursuite du processus électoral. Ouais. Je pense que si les choses se passent dans de très bonnes conditions, si on permet à des gens comme... Si Bemba est autorisé à se présenter, par exemple, si les gens sentent que c'est ouvert, tout est ouvert. Ouais. Voilà. Jean-Claude Félix Chikaya. Comme ça a été souligné, le process engagé permettra donc un apaisement, comme la Côte d'Ivoire et d'autres régions, pas seulement du monde, mais sur le plan continental, sur le plan. Voisins, pas très loin.
voisins aussi, veulent une situation apaisée à l'interne, sur le plan géopolitique, même interne à la RDC. Tout le monde veut converger vers un process qui permette donc des élections. Pourquoi? Parce que là aussi, comme la Côte d'Ivoire, à l'instar de la Côte d'Ivoire, il y a le souvenir d'affrontements et conflits, et il y a un peuple qui est fatigué et qui, bien sûr, va vouloir que les choses, se passent bien et qui puisse s'exprimer d'un côté ou de l'autre, et chacun va poser bilan, perspective, programme. Et puis l'épicentre de l'Afrique centrale et équatoriale sur le plan électoral, c'est quand même la RDC sur le plan électoral, et les yeux vont être rivés sur les élections. Et le président Kabila tend la main à tout le monde. Il est prêt à travailler avec tout le monde. On va voir ce que cela donne. On va voir ce que ça donne. Le débat se poursuit, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Il poursuit sa route, évidemment. N'hésitez pas à commenter, analyser, décrypter l'actualité. Allez, madame, messieurs, vous aimez le football ou pas du tout? On est en pleine Coupe du Monde, on est en Russie, tout se passe bien. Et là, on va parler des favoris, des équipes africaines. Dites-moi, moi, je suis un passionné du foot. Je vous le cache pas. Ah, Jean-Claude Fekir, vous aussi? Oui. Moi aussi. Je suis un grand passionné du foot. Alors, si on est tous des footeux, vous me l'accorderez, on va faire quand même un tour de table. On va essayer de se régaler. Cette Coupe du Monde, moi, je la trouve plutôt bien partie. C'est vrai que la Russie face à l'Arabie Saoudite qui donne le ton, 5-0, c'est quand même donné le ton, là. Ouais, c'est de bon augure sur le plan Alors, offensif. Moi, ma question va être très claire, vous le savez. Il y a 32 élections qualifiées. On est d'accord? Qui, ça y est, démarre le rêve pour aller décrocher ce fameux sésame, ce trophée. Et en même temps, le trophée qui sera remis le 15 juillet prochain. Est-ce qu'il y a un espoir pour les Africains? Parce que quand je regarde le tableau, bon, j'adore le foot, mais en même temps, je me dis, qui peut aller décrocher ce trophée? Jean-Claude Fekir. Ah, tiens, allez, on va laisser... Non, la voix féminine, ça les fait rire, les mecs. Mais oui, moi, déjà, je suis une femme, même s'il y a des équipes de football, de foot féminine. Mais là, on a 5 pays. On a le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, l'Égypte et l'Égypte. Franchement, je voudrais, là, par la voie de Ça fait débat, demander à nos équipes, c'est-à-dire des équipes africaines sur place, d'oublier Alors attention à vous, depuis la Russie, il faut nous regarder. Oubliez ces histoires de primes promises, s'il vous plaît. Pensez au pays, pensez au continent. Nous sommes derrière vous et nous vous regardons. Nous vous soutenons. On ne manquera pas un seul match. Et puis, mouillez-vous le maillot. C'est d'abord mon message. Et puis, je laisse la parole à Christian en entendant. Oui, alors, moi, je coup de cœur, coup de gueule. C'est une Coupe du Monde qui a commencé en fanfare. On sent qu'il y aura beaucoup de buts. On a vu un peu 5-0 le match Russie le ton quand même, là, contre l'Arabie Saoudite. Bon, on sent bien qu'effectivement, les gens vont se régaler. On a vu un public survolté. Les équipes, notamment africaines, ont leur chance. On sait bien que, on va avoir le Maroc, on va avoir l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal également, la Tunisie. Bon, ces équipes-là sont... Rappelons quand même que l'Égypte a perdu 1-0. L'Égypte a perdu face à l'Uruguay 1-0. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Mais c'est pas grave. Ce n'est que le premier match. Il y a souvent, il y a des équipes qui commencent mal les mondiaux et puis après qui se reprennent. Je pense que l'Égypte peut se reprendre assez rapidement. Avec sa star mondiale. Mohamed Salah. Donc ça va être crucial. Ils vont mouiller le maillot. Quant à l'équipe française, je pense qu'il y a une palette de jeunes joueurs. Je crois que c'est depuis plusieurs années, c'est la plus jeune équipe de France. Oui. La moyenne d'âge, c'est 24 ans. Je pense que... Ah non, Mbappé n'a pas 24 ans. Hein. Non, la moyenne d'âge, on va dire, de l'équipe, c'est la plus jeune moyenne depuis plusieurs décennies. C'est une équipe qui, si elle mouille le maillot... Et pas mal sont d'origine africaine. Effectivement, peut faire mouche. Et le Brésil, Neymar, qui s'est rétabli, qui participe. L'Allemagne, qui va vouloir défendre son titre. On sait très bien que... L'Argentine avec Messi. Le Portugal avec Cristiano Ronaldo. Franchement, on se régale. Franchement, c'était un régal. Ce sera du beau football. Du beau football. Oui, comme vient de le souligner Christian Wabé, on a quand même, tout le monde est intéressé par le football, on a quand même des stars mondiales sur le plan du football. On est
très content de vivre cette époque. Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar et autres. Salah, on a vraiment une pléthore de Mbappé, t'as oublié Mbappé. J'ai dit Mbappé. Ah, il a dit Mbappé. Je me suis dit, il a oublié Mbappé. C'est pas possible. Non, attends, Mbappé international quand même. Le mec, c'est un génie. J'ai dit Mbappé. C'est le futur Messi. Non, j'ai dit Mbappé. Et, ou Ronaldo d'ailleurs. C'est un moment et un théâtre qui va être extraordinaire. Sur le plan géopolitique, là, la Russie va gagner en soft power. Bon. Si en regardant bien le football en tant que spécialiste, entre guillemets, on s'attend encore aux mastodontes habituels, mais peut se glisser, j'espère. Lesquels L'Allemagne, la France, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, mais peut se glisser peut-être le Nigeria ou autre Maroc, constituer donc une grosse surprise, même la Russie, une grosse surprise footballistique. Tout va jouer, hein, la forme physique. Hein, il n'y a pas très longtemps, les championnats nationaux se terminaient, donc ils n'ont pas une possibilité assez grande pour une préparation comme il y a quelques Coupes du Monde, vous avez un mois de préparation. Donc on va voir comment ils vont tenir pendant un mois et ce qui nous passionne. Est-ce que vous avez des favoris? Faisons un tour de table. Est-ce qu'il y a des favoris? Oui, non, j'en ai quelques-uns. Quelques-uns, bah tiens, saisis-toi vas-y, le micro. J'en ai deux. La France ou le Brésil. La France ou le Brésil, pourquoi? Pourquoi ce choix? Parce que la France a une équipe extraordinaire et le Brésil... C'est pas l'équipe de 98 en même temps. Certes, mais justement, c'est une nouvelle... Parce que là, on en a bouffé du 98, là. Justement, il y a un accent nouveau, moi, avec Mbappé, Griezmann et Dembélé. Je trouve ça, et Pogba juste derrière, il revient au top de ce qu'il a en tant que potentiel. Extraordinairement, il y a un potentiel extraordinaire. Et puis, avec l'équipe de Neymar et tous ses acolytes. C'est Neymar qui vous fascine? Il me fascine. Il vous fascine, c'est vrai? Ah ouais, je le trouve extraordinaire. C'est un génie, ce mec. C'est un génie. Incroyable, non, c'est vrai, c'est incroyable. Si je joue au PSG, je suis pour le PSG. Ouais. Donc, ah, là, tout de suite, il fallait qu'il... Non, mais je l'attendais, hein. Je vous rassure, je l'attendais. Je le voyais venir, Jean-Claude Félix-Chikaya. Il fallait qu'il place le PSG. Je sais pas pourquoi. Oui, mais avec... C'est le mec, PSG. Il peut jouer dans n'importe quel village au monde. Ça sera toujours Neymar avec... Bon, voilà. Pour moi, c'est le successeur de Monsieur Ronaldo. Même Mbappé est derrière et quelques-uns. Mon cher Christian, l'équipe ou les équipes, les favoris pour vous? Alors, d'abord, c'est l'Afrique, pour moi, qui est favorite. Les équipes africaines favorites. D'abord, le Sénégal, qui a été une équipe, effectivement, qui se tient. L'Égypte, même si elle vient de perdre dans ce premier match, mais je pense quand même qu'elle va s'y ressaisir. La Tunisie, le Maroc, le Nigeria. C'est vraiment des équipes. Je pense qu'un jour, il va falloir s'attendre à ce que l'Afrique remporte la Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite, j'espère, et que j'aimerais voir bientôt. Après l'Afrique, l'équipe que je souhaite, c'est l'équipe française. On a des jeunes joueurs comme les Mbappé, comment dirais-je, les Dembélé, les Griezmann. Et franchement, on sent vraiment une équipe rajeunie. C'est la plus jeune équipe depuis plusieurs années et qui va vouloir prouver effectivement qu'elle peut, à son jeune âge, remporter un trophée d'envergure mondiale. C'est un rêve d'enfant pour la majorité d'entre eux. Mbappé l'a dit, c'est comme un jouet, avoir des jouets, mais il faut maintenant être à la hauteur de ce challenge-là. Ils ont la capacité, s'ils ont le moral, s'ils ont le mental. La France les soutient, la population les soutient, tout le monde est derrière cette équipe-là. On va voir ce que ça donne. Et enfin, Nicole. Et enfin, Nicole, les équipes africaines... Mais j'adore Nicole, elle parle c'est de l'eau maintenant, elle parle de la troisième personne. Bah oui, alors, et enfin, Nicole, j'adore. J'adore. Nicole Suzy. Bon, les équipes africaines, certes, mais particulièrement pour moi, le Nigeria. Je crois beaucoup au Nigeria. Très bonne équipe. Très bonne équipe, athlétique, fonceuse. Et puis, bien sûr, l'équipe de France. Ce sont des jeunes qui ont envie qui ont des talents, qui veulent montrer que, bon, voilà, on peut compter sur eux. Et puis, comment dire, indéniablement le Brésil, avec Neymar, que j'appelle souvent mon neveu devant les gens. Bon, elle ne voulait pas le dire, elle est amoureuse de Neymar. Voilà, je balance, je balance. Voilà, c'est dit. C'est dit. En tour de table, s'il vous plaît, pour finir l'émission. Et pour terminer, l'Allemagne. Pour finir l'émission, coup de cœur, coup de gueule. Ton coup de gueule, je sais que tu en as un, c'est le Maroc avec la FIFA. Oui, alors j'en ai deux demi. Allez. J'aurais bien aimé que le Maroc soit enfin
nommé et choisi comme organisateur de la Coupe du Monde. Et mon deuxième coup de gueule, qui est aussi sur la Coupe du Monde, c'est la vision et le choix idéologique des hooligans qui fustigent le côté pluriculturel de l'équipe de France avec donc des mots plus que racistes et qui, en tout cas, tout le monde a lu ce que veulent faire les hooligans. Mon coup de cœur, c'est une... Il a bien placé, hein. 2 coups de gueule, un coup de cœur. Un coup de cœur, c'est depuis hier, San Francisco a une mer noire, voilà. Vrai coup de cœur. Vrai coup de cœur, et c'est un élément historique aux États-Unis. Voilà. Ça, c'est un vrai coup de cœur, effectivement. Christian Vabé, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, c'est vraiment la libération de Jean-Pierre Bemba de la Cour pénale internationale. C'était vraiment inattendu, puisque tout le monde s'était dit qu'il ne sortirait pas de là. Il avait été condamné déjà à 18 ans de prison, et puis il y avait 2 affaires, l'affaire sur la subornation de témoins. Et là, la Cour pénale internationale qui le libère, ça donne des perspectives heureuses pour d'autres détenus. Je parlerai du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Belgoudé. C'est un espoir, et c'est un signal donné par la Cour pénale internationale pour dire, parce que là, il y a une jurisprudence qui vient de s'imposer. Le coup de gueule. Alors, le coup de gueule, c'est... Oui, c'est ça. Alors, le coup de gueule, là, c'est le coup de cœur. Le coup de gueule, je me dis, il faut dans les pays africains, parce que nous sommes vraiment en plein XXIe siècle, il faut apprendre à respecter les constitutions qu'on se fixe nous-mêmes. Et il ne faudrait pas que, effectivement... Je parlerai pas Allez, un petit clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Je ne parlerai pas d'un pays en particulier sur cette question, parce qu'on en a déjà débattu. Mais j'ai dit, quelque part, il faut vraiment qu'on respecte les constitutions. Absolument. C'est bien compris. Je crois que le téléspectateur qui nous regarde, il a bien compris. Hein. Il a bien saisi. Hein. Nicole Suzy. Alors, un petit coup de gueule. Lors de la qualification du Real de Madrid, à la dernière Coupe de la Ligue, c'est ça? La Ligue des Champions. Moi, j'ai pas aimé les commentaires des journalistes sportifs. Pourquoi? Qui tout de suite ont pensé à faire remplacer prochainement Didier Deschamps par Zidane. Alors qu'il amène une équipe dans une grande compétition comme la Coupe du Monde. C'est une maladresse. Voilà, c'est une maladresse. Il ne fallait pas lui mettre ça dans la tête tout de suite. Il va se dire, mais pourquoi aller à fond? Pourquoi encadrer l'équipe? De toutes les façons, après, on va... Vous les connaissez, les journalistes? Bon, c'est mes confrères. Voilà. Moi, je n'irai pas non plus. On doit aujourd'hui penser à ramener cette belle coupe en France. Déjà, pour terminer, coup de cœur, allez les Bleus. C'est pas cette Coupe de France, hein, c'est la Coupe du Monde. Je sais, moi je veux qu'elle vienne en France, cette Coupe du Monde. Vous avez dit cette Coupe de France. Non, pardon. Cette coupe en France, pardon, alors c'est moi qui m'a compris. Voilà. Cette coupe en France. En France, voilà. Pardon. J'aimerais me positionner là à Roissy et puis descendre les Champs-Élysées avec le... Voilà. Vous voulez faire la couverture? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, et bon, on le souhaite tous. En tout cas, vive l'Afrique et vive tous les pays africains qui sont qualifiés donc, pour cette Coupe du Monde et qui se jouent là d'ailleurs. Hein. Le Maroc, on pense au Nigeria, on pense aux Sénégalais, aux Tunisiens et aux Égyptiens. Merci à vous tous. Merci à Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'IPSE. Merci infiniment d'être venu ici sur le plateau. Vous reviendrez. À Christian Vabé, qui est le patron d'Ivoire Business. Merci infiniment. Merci. Mais également à Nicole Suzy, qui est journaliste. Et directeur de publication d'Emergence News.org. Encore une fois, bravo, ce trophée. Alors, j'ai dédié le Sabir, prix le réalisateur. à la Côte d'Ivoire, tout entière. Je peux le garder ou pas? Bien sûr. Non, je rigole. J'ai dédié aussi ce prix-là au président Macky Sall pour l'aide qu'il m'apporte. Merci à Sabir à la réalisation et aux équipes donc, de Télésud qui ont permis de réaliser cette émission. Merci à vous. Restez fidèles. Vous le savez, on est là plus que jamais. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.